Allô, allô, c'est Karine du blog et du compte Instagram Mon Coin Lecture et je suis ici pour vous faire un bilan lecture ou un point lecture. Bref, je suis ici pour vous parler des choses que j'ai lues cet été. On va commencer par le mois d'août. Ouais, je compte y aller à rebours. Août, puis ensuite juillet, si je me sens l'énergie pour le faire. Puis là, il ne faudrait pas s'habituer au fait d'avoir des vidéos plus qu'une fois par 4 mois. C'est inhabituel, voire même étonnant. Ah oui, si mon contenu vous intéresse, n'oubliez pas de faire un pouce, de vous abonner à mes réseaux sociaux, voire même à la chaîne, soyons fous. Sérieusement, là, ça fait plaisir. Ceux qui me suivent un peu savent que j'ai eu un été mouvementé, donc mes lectures, je les ai fait par bouts. J'ai lu beaucoup moins que d'habitude étant donné le contexte et surtout, j'ai de la difficulté à me rappeler de plein de choses que j'ai lues. Ça va être de toute beauté comme bilan, là, c'est J'ai déjà hâte de me réécouter au montage. Ça promet. Au mois d'août, j'ai donc lu 10 romans et un graphique. Je vais, comme d'habitude, commencer par les romans, terminer par le graphique, parce que, étonnamment, il y a des gens que les graphiques, ils trippent pas. Moi, je comprends pas, j'aime tellement graphique, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Chacun lit ce qu'il veut, n'est-ce pas? Et en ce mois d'août, entre autres, j'ai eu un très beau coup de cœur pour Les Enfants de minuit de Salman Rushdie, que je n'ai pas avec moi parce que je me cherche une belle édition. En français, en anglais, peu importe, je veux une belle édition de ce roman-là. Parce que c'est un roman qui, sincèrement, pour moi, sera marquant. Donc, de quoi ça parle? On est avec Rushdie, donc on a du réalisme magique et ça raconte l'histoire de l'Inde depuis son indépendance jusqu'à la fin des années 70 parce que moi, j'ai pas suivi tant la rentrée littéraire de cette année. Ça, c'est la rentrée littéraire 1981. Donc, on n'avait pas le recul qu'on a maintenant et ça, je trouve ça très chouette de lire un roman qui raconte une histoire qui date d'il y a pas si longtemps au moment où ça a été écrit. Mais je m'égare. Le jour de l'indépendance de l'Inde, il y avait comme un buzz à savoir qui sera le premier enfant de cette nouvelle Inde indépendante. Et le protagoniste de notre histoire est cet enfant-là qui est né à minuit pile. Et ce qu'on découvre un peu dans le roman, c'est que tous les enfants qui sont nés à minuit, cette journée-là, ont des pouvoirs qui varient, qui n'ont pas toutes la même force. Il y en a qui sont un peu loufoques. Mais ce seront les enfants de minuit, dont le destin est un peu lié à l'histoire de l'Inde. Notre protagoniste principal, Salim, je ne sais pas comment ça se prononce, alors je m'excuse d'avance, lui va naître dans une famille assez aisée, une famille indienne, et toute sa vie, il va se sentir investi de cette mission de représenter l'Inde et il est persuadé que ce qu'il fait, les choix qu'il fait, ont vraiment une influence sur ce qui arrive en Inde. Et en fait, il y a des parallèles, c'est un peu vrai. Donc, on découvre toute l'histoire de ce pays par son regard à lui, parce qu'il raconte sa vie dans une fabrique de confiture à une femme qui l'aide un peu parce qu'il va pas très bien et on sent que sa vie elle achève, il se sent craquer de partout. J'ai tellement aimé la plume, tellement aimé les métaphores, la façon de raconter. Il y a un vrai talent de conteur en arrière de tout ça. Puis moi, là, je savais rien de l'histoire de l'Inde. Rien. Tu sais, j'avais vu le film Gandhi en 1984, là, donc je savais un peu. Mais l'Inde, le Pakistan, qu'est-ce qui s'est passé et tout ça, je savais pas. J'ai appris énormément, j'ai fait énormément de recherches et ça a été passionnant. C'est donc un gros coup de cœur pour moi dans le réalisme magique, toujours avec une twist, avec des images fortes, et c'est de voir surtout ce qui est arrivé de ce beau rêve-là, comment il a été un peu pris par tout le monde, comment tout le monde en a tiré des morceaux pour réussir à faire sa petite fortune à lui, alors qu'au départ, c'était l'indépendance, c'était le peuple, c'était supposé être magnifique. Donc, gros coup de cœur pour ce roman. Une autre très bonne lecture et inattendue celle-là parce que c'est un service presse que j'ai eu que je n'avais pas demandé et c'est Je chante et la montagne danse de Irène Sola. Et l'attachée de presse, je pense qu'elle m'a très bien cernée parce qu'elle m'a envoyé ce roman-là. J'ai dit, tiens, je vais lire tout de suite. J'ai envie de nature, j'ai envie de liberté, j'ai envie de grand air. Et c'était beau! J'ai tellement aimé la façon que c'était écrit. Nous sommes donc dans les Pyrénées catalanes, dans un petit village de montagne que nous allons voir évoluer à travers les générations. Mais c'est pas vraiment une saga familiale parce qu'il y a de nombreux narrateurs.
Il y a beaucoup d'années qui se passent, les personnages reviennent, il y en a qui deviennent un peu des mythes à force, mais c'est raconté par les humains, mais aussi par le vent, aussi par certains animaux, par les nuages. C'est extrêmement chouette comme narration. Et c'est un magnifique ode à la nature, à cette montagne-là qui est vivante autour des personnages. Si vous aimez les belles plumes, si vous aimez une ambiance particulière, il se passe pas grand-chose. Mais moi, ça ne me dérange pas. Donc, j'ai adoré ce roman-là. J'ai eu des bonnes lectures au mois d'août. J'ai également lu Les Impatientes de Amadou Amal Djaili. C'est un roman qui est très court, mais pour moi, ça a été un roman qui frappe. C'est un roman féministe. Nous sommes avec une autrice camerounaise et plus particulièrement, nous sommes dans la région du Sahel. Nous allons suivre trois voix de femmes qui se font dire depuis qu'elles sont toutes petites le mot Mounial. Mounial qui est récité comme une litanie tout au long de leur vie et qui veut dire patience. Donc, ce qu'on dit à ces femmes, en fait, c'est vous vous faites battre, vous avez des injustices au quotidien, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on vous demande, votre mari vous fait des crasses, mais patience, patience. De toute façon, c'est ça être une bonne femme, c'est être patiente. Et anyway, ça va être de votre faute. Donc, on a ces trois voix-là. Ça s'ouvre sur un mariage, le mariage de deux sœurs avec deux hommes différents qui vont avoir deux histoires différentes, mais aussi horribles les unes que les autres, parce que les trois femmes que nous allons suivre, elles ne sont pas patientes. Elles tentent, avec les armes qu'elles peuvent avoir, de se libérer de ce moule-là. Mais c'est un univers où les femmes sont au départ la possession de leur père et deviennent ensuite la possession de leur mari. Et quand ils font quelque chose, c'est toute leur famille qui se voit un peu pointée du doigt. Donc, ils ont beaucoup de choses sur leur responsabilité, sur la capacité à endurer l'inendurable. J'ai lu certaines reviews qui disaient qu'on aurait pu aller plus en profondeur, qu'on aurait pu pousser plus loin, parce que ces trois femmes-là réagissent de façon extrêmement différente. Mais pour moi, savez-vous, là, c'était assez. C'était too much. Ça l'a amorcé ma réflexion, mais je trouvais ça tellement terrible ce que ces femmes avaient à vivre au quotidien, et ça se passe pas il y a 100 ans, là, c'est maintenant. C'est un roman qui ouvre les yeux, un roman qui fait voir à quel point ça devient lourd pour ces femmes-là qui essaient d'une façon ou d'une autre d'avoir le petit pouvoir qu'elles peuvent avoir. Et malgré tout, il y a des petites graines d'espoir. C'est pas tout rose, mais on voit certains hommes qui commencent à regarder les choses un peu autrement. Et ça fait du bien à voir. C'est pas juste les femmes qui voient que ça n'a pas de bon sens. Et c'est pas toutes les femmes qui trouvent que ça n'a pas de bon sens non plus. Il y en a pour qui ces traditions-là, c'est extrêmement important. Et ça fait se poser la question. Tradition, culture, religion versus droit des femmes, droit de l'individu. Comment on peut se situer par rapport à ça? La personne qui a écrit le livre, elle peut se permettre d'en avoir une et elle va clairement dans le sens que les femmes devraient pouvoir choisir leur destin. Ça fait du bien de lire ça. Maintenant, on va s'en aller au Japon avec La papeterie Tsubaki de Ito Ogawa que j'ai lu dans le cadre du challenge Lisons l'Asie. Oui, il s'éternise mon Lisons l'Asie. Il y avait donc une catégorie où on lisait un roman de Ito ou de Yoko Ogawa. Vous direz que c'est très différent. En effet, je suis donc allée pour Ito Ogawa que je n'avais jamais lu et j'ai eu une très très belle surprise avec cette papeterie Tsubaki. On suit donc l'histoire d'une jeune fille qui a eu une relation très très difficile avec sa grand-mère et qui, après la mort de celle-ci ainsi que la mort de sa tante, revient dans sa région d'origine pour reprendre la fameuse papeterie Tsubaki. Et non seulement c'est une papeterie où on vend des trucs pour les livres, mais ils sont aussi écrivains publics. Depuis qu'elle est toute petite, elle a été élevée à l'art de la calligraphie pour être écrivain public, pour reprendre la papeterie. Après ce retour, elle va revoir certains voisins, elle va rencontrer des nouvelles personnes et elle va se refaire une vie à l'endroit qu'elle a vraiment, vraiment, vraiment voulu fuir quand elle était plus jeune. Ici, on retrouve toute l'ambiance contemplative japonaise qui me plaît. L'idée de faire le tour des temples, d'aller se promener, mais surtout, ce qui est cool dans ce roman-là, c'est de voir le côté calligraphie. Quand elle se prépare à écrire une lettre, que ce soit une lettre de rupture, une lettre de refus, une carte tout simplement pour dire « je vais bien, je suis heureux que tu ailles bien », tout ce que ça implique comme délicatesse,
comme choix, autant dans le papier, dans l'encre, dans le choix des caractères. C'est tellement passionnant. Sérieusement, moi qui adore tout ce qui est langage, tout ce qui est calligraphie, là, j'ai trippé ma vie dans ces petits passages. Je vous avais dit que des fois, hein, ça serait un peu pas hyper clair, mais c'est ça. Attendez, ça sera pas le pire. Allons-y maintenant pour Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre. Et non, je n'avais pas lu Au revoir là-haut, ça date de 2013. Et il y avait eu une espèce de hype de la mort au-dessus de ce titre-là. Alors moi, j'ai boqué. Je me suis dit non, je ne lirai pas cela. 9 ans plus tard, j'ai fini par le lire. Étonnant. Et c'est con, hein, parce que j'ai aimé ça, là. C'est sûr que c'est pas un coup de cœur incroyable. Je suis pas en train de dire que c'est le livre de l'année, que c'est un roman qui va passer à la postérité pour les 300 prochaines années. Genre, Les Enfants de minuit, ça se pourrait, mais ça, c'est pas ça. C'est un excellent, excellent divertissement et ça fait en plus réfléchir sur les questions de société de l'époque sans que ce soit martelé, martelé, martelé et souligné et highlighté. C'est fait dans l'histoire et l'histoire dit ce qu'elle a à dire. Donc ça, j'ai trouvé ça très bien fait. Vous savez hein, que c'est un pet peeve pour moi quand les trucs sont dits et redits comme si je n'étais pas capable de comprendre tout seul. Là, c'est pas ça. Donc, le setting. Première Guerre mondiale, la toute fin de la Première Guerre mondiale, on est le 2 novembre. On est dans une tranchée avec certains soldats, dont notre personnage principal. Ça vous étonne-tu de savoir que je me rappelle plus comment il s'appelle? Albert. Il me semble que c'est Albert. C'est ça? Pour les besoins de la cause, appelons-le Albert. Albert a donc un boss dans l'armée qui est visiblement pas là pour les bonnes raisons parce que lui, ce qu'il veut, c'est avoir du pouvoir et dire « j'ai été un bon soldat, j'ai fait des trucs hot dans l'armée ». Donc, il faut qu'on prenne la cote 400, une cote. Et si on le prend, mais ça va avoir l'air que ces 22 mètres-là, ils ont sauvé la guerre, cette attaque-là. Alors, il va pousser l'attaque de la dite côte. Je ne vous dirai pas comment, mais je vais vous dire qu'on a le goût de le... Ça faisait longtemps que je n'avais pas haï un personnage de même, je vous jure. Il est détestable tout au long de l'histoire, il est imbu de pouvoir, il pense que tout lui est permis, il se prend pour l'univers. En décor. Lui, on l'aime pas. On a Albert qui est blessé mais qui va se remettre et on a Édouard qui se retrouve à devenir une gueule cassée et qui refuse tout ce qui lui est offert comme prothèse et tout ça. Il n'y a plus de visage, là. Il n'y a vraiment plus de visage. Et lui, il aurait voulu mourir, il ne voulait pas vivre ça et il ne veut surtout plus être reconnu par sa famille. On va donc suivre ces personnages-là qui tentent de se faire une vie, de survivre de façon légale ou pas légale, mais qui se retrouvent visiblement dans un monde où les morts à la guerre sont célébrés, mais ceux qui sont revenus puis qui sont plus comme avant, là, ils sont vraiment laissés pour compte. Donc, ça dénonce ça un peu, ça dénonce l'instrumentalisation de plusieurs personnes et de la situation suite à la Première Guerre mondiale. Et il se passe toutes sortes de choses. C'est pas un polar, mais on a une histoire hautement divertissante. Je vous dirai pas comment ça finit, je vous dirai pas où ça s'en va, mais on a vraiment une critique de cette société-là et je trouve une critique qui est bien faite, qui fait confiance à son lecteur. Il paraît qu'il y en a 2 autres sur le thème et je vais les lire un jour, peut-être. On va continuer ici avec un roman très improbable pour moi, qui est « Ainsi gèlent les bulles de savon ». Disclaimer d'emblée, là, j'aurais dû lire qu'est-ce qui est écrit en arrière, sinon je n'aurais pas lu ce livre-là. Okay? C'était pas un livre pour moi. Marie Varey, j'ai déjà lu autre chose d'elle que j'avais bien aimé. Celui-là, j'ai moins aimé ça, malgré la grande sensibilité, malgré les réflexions, malgré que ça traite d'un thème qui est important de traiter. J'ai pas dit de quoi ça parlait, hein? Ben, vous voyez un peu, ça parle de maternité. Puis moi, c'est pas le thème qui me touche le plus parce que mon utérus, il a jamais crié. Donc, avoir su, je serais pas tombée là-dedans. Donc, c'est difficile de donner un vrai avis. J'ai trouvé que c'était un livre qui était bien fait, qui était bien construit, qui était émouvant par moments. Et nous suivons 3 femmes, nous avons 3 histoires. Une femme qui vient d'avoir un bébé et qui trouve ça extrêmement difficile. Une autre femme qui semble, elle, être partie et avoir laissé son bébé et sa famille.
et une jeune femme qui cherche, elle, sa place dans un monde d'adultes à l'université. Les 3 histoires sont en soi intéressantes, ça se lit tout seul. Et même si ça ne m'a pas touchée moi, j'ai des amis qui ont eu un début de maternité extrêmement difficile et qui se sentaient très coupables. Donc, c'est important de parler de ça. Par contre, moi, je n'étais pas la cliente. Et ce qui m'a dérangée dans ce roman-là, ça n'a pas rapport avec ça, c'est qu'il y a un personnage qui est détestable. Il n'y a pas de zone de gris, là. C'est juste un gros « de salaud ». Manipulateur, pervers, il raconte n'importe quoi, tout pour culpabiliser les autres. Je l'ai trouvé horrible. Il n'y avait aucune nuance. J'ai de la misère quand les personnages n'ont pas de nuance. Je trouve que ça enlève beaucoup au reste de l'histoire qui, elle, en avait énormément. Les femmes étaient pleines de nuances. Bref, c'est un roman qui a mérité beaucoup de 5 étoiles, mais pour moi, je n'étais pas le public cible. Allons-y maintenant avec un roman québécois qui est Les Pénitences d'Alex Vien. Et ce roman, ça fesse, là. C'est... C'est un livre qui marque. Quand j'ai commencé, j'étais pas certaine que ça allait me plaire. On arrive avec le personnage principal qui doit aller remettre une petite boîte à son père qu'elle n'a pas vu depuis 10 ans. Elle a des maudites bonnes raisons de ne pas l'avoir vu depuis 10 ans. Et comme il n'arrête pas de la harceler, elle décide d'y aller. Elle arrive, ça se passera pas du tout comme prévu et elle va se retrouver un peu prisonnière de cet appartement le temps d'une soirée. Et là, on va voir des enjeux de pouvoir, on va voir plein de choses qui se passent et avec tout ça, on va avoir des flashbacks sur pourquoi elle ne l'a pas vu depuis 10 ans, ce père-là. Comme je vous disais au début du roman, je trouvais le langage tellement cru. Tu sais, ils se parlent avec mon tabarnak puis ma tabarnak, là, c'est leur petits mots qu'ils utilisent au quotidien. Comme je vous dis, ça m'a fait vraiment peur. Sauf qu'à un moment donné, je lisais les passages qui n'étaient pas des dialogues, puis je réalisais que, hey, mais c'est extrêmement bien écrit. Ça parle du pouvoir des mots, et c'est là que j'ai compris que c'était voulu. Que le langage, le niveau de langage, la façon de parler, allait vraiment refléter quelque chose dans la façon dont elle avait été élevée, et le fait de ne pas avoir de mots qui veut dire une chose, le fait de ne pas connaître, de ne pas savoir, empêche de s'exprimer correctement et nuit aux relations. Alors, à partir de là, j'ai trouvé le jeu littéraire extrêmement puissant et extrêmement bien fait. Mais c'est très dur. C'est le vieux tabarnak. C'est vraiment comme ça qu'on a le goût de parler du papa. Donc, si vous êtes québécois, vous pouvez mettre la main là-dessus. Ça vaut la peine d'être essayé. C'est une plume que je vais vraiment suivre. C'est pas facile à avaler, mais il y a de quoi. Il y a de quoi. Allons-y maintenant avec un roman jeunesse qui s'appelle Jacobite, qui est le premier tome. Et là, je m'en rappelle vraiment plus beaucoup. Il me reste le souvenir d'une atmosphère, d'une ambiance un peu brumeuse. C'est des enquêtes surnaturelles. Il y a un petit côté Sherlock et Watson, mais je sens que je ne serai pas précise. Arrive donc sur les côtes de l'Amérique une jeune femme qui, au lieu de se marier, a pris sa dot et a décidé d'aller faire de l'archéologie. Sauf que ça n'a pas marché comme elle voulait et elle arrive là. Elle n'a pas de sous et elle se retrouve à se faire engager par Jacobi, qui est un détective de l'étrange, qui a un don très particulier, ce qui est de voir les créatures d'un autre monde. Il y a un meurtre, il y a une enquête et il cherche une assistante, il va l'attraper elle qui ne voit absolument rien de son naturel, mais qui remarque les détails du réel. Alors, ils vont faire quand même une bonne équipe et c'est elle qui va raconter ses aventures à lui. Elle va être un peu sa secrétaire. Donc, on a le côté Holmes et Watson. L'enquête, là, ça va pas casser 3 pattes à un canard. C'est pas là où est l'intérêt. Oui, c'est cool, mais c'est pas ça qui fait que je vais sûrement lire la suite. Ce qui fait que je vais lire la suite, c'est l'interaction entre les deux personnages. C'est la maison où ils habitent. Genre, il y a un marais dedans. Tu peux pas résister à une maison où il y a un marais. Et c'est surtout toutes les références. Il y a des références à un paquet de folklore qu'il faut catcher un peu partout. J'aime tellement ça dans ce temps-là. J'aime tellement ça. C'est une lecture qui, pour moi, est vraiment un bon divertissement. Il me reste 2 romans dont je veux vous parler, et c'est 2 romans qui n'existent ni en français ni en anglais parce que je les ai lus en espagnol. Il y a un bout là où j'étais incapable de me concentrer sur mes lectures. Je lisais une ligne et ma tête partait ailleurs, genre dans un glissement de terrain, au hasard. Bref, j'étais incapable de me concentrer. Mais quand je lisais en espagnol, on aurait dit que j'avais tellement besoin de toute ma tête là pour tout comprendre que ça allait.
Je sais pas pour vous autres, mais quand on lit un roman d'une langue qu'on maîtrise pas très bien, moi je suis juste tellement contente de l'avoir lu qu'on dirait que mon impression est meilleure que ce qu'elle aurait été autrement. Je perds tout jugement critique. Par contre, en lisant les deux romans, j'ai vu que j'appréciais une plume plus que l'autre. Je disais, je suis peut-être pas si nouille que je pensais en espagnol. Mais bon, le premier roman que j'ai lu s'appelle, et là l'accent espagnol, c'est pas ça, ça s'appelle Anne sin filtros et c'est de, je regarde, Iria Parente et quelqu'un d'autre, puis comme j'ai plus le livre, je sais plus. Mais je vais mettre une couverture, genre ici. Donc, ce roman, je l'ai choisi parce que c'était une réécriture de Anne, la maison au pignon vert. Là, je vois tout le monde qui découvre Anne présentement et je trouve ça tellement chouette parce que moi, j'ai grandi avec Anne. Je me prenais pour Anne. Donc, je suis super contente de la voir revenir sur les écrans et dans les bibliothèques. C'est tellement un univers que je trouve doudou. Vous pouvez pas vous imaginer. Ces personnages-là, je les aime d'amour. Donc, on a un retelling, mais un retelling très queer. Ça, c'est chouette. Ça se passe maintenant. C'est plein de références à la série. Et ce que l'autrice a bien fait, c'est qu'on retrouve les personnalités des divers personnages là, des romans de Lucy Maud Montgomery. Fait que ça, j'ai trouvé ça super bien fait. Ça parle aussi d'une façon très réaliste du monde de la fanfiction, parce que notre Anne, là-dedans, elle est une autrice assez célèbre de fanfiction. Elle est près de passer les 400 000 vues, mais un jour, il se passe quelque chose sur les réseaux sociaux et il y a un autre auteur qui fait pchou parce qu'il y a un cosplayer qui a posé avec lui. Bref, elle se retrouve mise en compétition avec ce jeune homme qui va s'appeler, devinez, Gilbert Blythe. Donc, on est là-dedans. C'est très actuel, c'est les réseaux sociaux, ce sont les préoccupations de maintenant. Et on a des personnages queer qui, oui, ça fait partie de leur vie, oui, c'est une problématique, mais pas tant. Ils sont comme ça, ils vivent ça, et ça, j'ai trouvé ça bien fait. J'ai aussi aimé la finale, comment ça se dirigeait tout ça. Pourquoi c'est pas un coup de cœur de la mort qui tue? C'est que, et là c'est moi, okay? Moi, Anne, là, il s'embrasse ses joues. Il y a des choses que je veux pas savoir. C'est très chaste dans ma tête. Donc, ces parties-là, on aurait dit que ça passait moins avec moi. Je veux comme pas le savoir. Oui, call me ancêtre. Bon, c'est ça. Et il faut savoir que j'ai déjà lu beaucoup de fanfiction à un certain moment donné dans ma vie. Je n'en lis plus parce qu'il y a des choses que j'aime moins dans la façon de faire. Ce sont les répétitions, le fait que ça c'est à rallonge, les blagues qui reviennent, les insights. Mais en fait, je comprends pourquoi c'est comme ça. On veut pas les voir partir, nos personnages préférés. On est content d'avoir une scène de plus quand on est fan d'un univers. Donc ça, je le comprends. Mais je l'ai vraiment retrouvé beaucoup dans ce livre-là. Je trouvais que ça sonnait comme une fanfiction. Et c'est pas un reproche. Il y en a des super cool, les fanfictions. Mais j'aime moins ça, maintenant. Moi. Vous savez, là, quand il y a un mot que vous connaissez pas, genre faussette, et que ça fait la 9e fois que vous le cherchez, parce que vous avez plus de cerveau puis vous vous rappelez plus de rien, vous réalisez vraiment qu'il répète souvent. Deuxième roman en espagnol que j'ai lu qui s'appelle El chico que dibujaba constelaciones et cette fois-là c'est de Alice Kellen. Celui-là, la plume, j'ai aimé ça. Alors je vous disais qu'il y avait un des deux que j'avais mieux aimé la plume, là. Celui-là, j'ai vraiment mieux aimé la plume. C'est l'histoire d'un couple qui se rencontre. C'est une histoire d'amour qui commence dans les années 60. Le roman est divisé par décennies et on va les suivre tout au long. C'est l'histoire de la vie normale. Oui, il se passe des choses. On a une femme qui est féministe, on a un mari qui la suit. Oui, ils vivent des grandes choses, mais c'est pas des explosions non plus. C'est la vie, c'est leur haut, c'est leur bas, c'est leur peine. Et à chaque fois qu'il arrive quelque chose de particulier, l'homme, Gabriel, il va dessiner une étoile ou une constellation. Alors, c'est toutes ces constellations-là ensemble qui font que leur vie est ce qu'elle est. Les moins bonnes choses, les meilleures choses. J'ai trouvé ça cool de lire ça. Ils l'ont pas toujours eu facile, donc roman familial, tout simple, mais que j'ai beaucoup aimé. Et finalement, parce qu'il me reste 2 minutes sur mon téléphone, je vais vous parler... Ah, je bouge! Je vais vous parler du graphique que j'ai lu au mois d'août, qui est En lutte de Fabien Toulmé, qui est
une bande dessinée que j'ai beaucoup aimée. Fabien Toulmé, c'est un auteur de bande dessinée que j'aime d'avance. C'est toujours sensible, il a un regard très très bienveillant et ici, il a réussi à vraiment donner la parole aux femmes qui est allées voir. Oui, il va le placer en contexte, oui, on a certaines parties de lui, mais le spotlight, il est vraiment sur les 3 femmes qu'il est allé rencontrer. Je vous montre quelques planches. Alors, on est ici avec ce type de dessin-là. Et on a des femmes qui, pour une raison ou pour une autre, ont décidé de se révolter contre le système, contre parfois un gouvernement, parfois une multinationale qui veut briser leur quartier, qui veulent avoir de l'éducation sexuelle. Bref, des femmes qui souhaitent faire changer les choses. C'est extrêmement intéressant. Ce sont des causes que je connaissais plus ou moins, mais qui m'ont semblé très intéressantes et je conseille surtout si vous aimez Toulmé. C'est donc tout pour cette vidéo. Merci beaucoup si vous êtes encore là et n'oubliez pas de faire un petit pouce. Et puis, finalement, est-ce que je vous ai donné le goût de lire quelque chose dans ce que je vous ai présenté? J'espère. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Bye bye!